On est dimanche, c'est les geeks du dimanche. Nesrine, Salut. Loïc, Bonjour. Michael. On va vous parler de plein de choses bien aujourd'hui, comme tous les jours. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Alors, Nesrine, Captain Fantastic, Captain Fantastic. c'est oui. parti. Alors, je vais vous parler de film Captain Fantastic qui est sorti en 2016, réalisé par Matt Ross. Matt Ross, j'ai découvert en regardant un peu sur le net que c'est un gars qui joue dans Silicon Valley. Je sais pas si vous avez déjà vu Silicon Valley, la série. J'irai jeter un œil dès demain. Ok, c'est un espèce de, enfin, c'est un personnage très très étrange. Bon, peu importe. Donc voilà, c'est Matt Ross. Donc, qu'est-ce que ça raconte ce film ? C'est l'histoire d'un monsieur qui vit avec ses gamins. Il en a, je sais pas, Trop. 2 garçons, 3 garçons, 2 filles, quelque chose comme ça. Enfin, ils sont très très nombreux. Il en a beaucoup, ouais, effectivement. De quoi en perdre. Écoute, je vais pas tout spoiler, mais donc ils vivent dans la forêt. Une forêt, enfin, c'est ces terres en fait. Hein. Au début, moi, je pensais qu'ils vivaient un peu à l'arrache comme ça, dans une forêt comme des sauvages. Mais en fait, non, c'est leur terrain. Et dont la mère est à l'hôpital parce qu'elle est malade, on sait pas trop de quoi au début. Et il vit comme un survivaliste, on va dire. C'est-à-dire que le matin, il se lève, ils font un entraînement de ouf, des burpees, des cours dans la montagne. Même le plus petit qui doit avoir 5 ans, c'est assez hallucinant. Ils apprennent à tuer les animaux eux-mêmes, ils cultivent leurs légumes, etc. Ils sont, on va dire, nourris physiquement et spirituellement. Ils apprennent plein de choses tout seuls. Et en gros, leur père, c'est un peu leur guide spirituel, leur prof, quoi. Et ils lisent des bouquins de métaphysique, de philosophie, de trucs de ouf. Moi, je veux dire, moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, putain, c'est trop cool cette vie, je veux vivre avec eux. Bon, je pense qu'il m'aurait fallu beaucoup, beaucoup d'entraînement pour réussir à arriver à leur niveau physique. Et renoncer à beaucoup de choses. Oui, mais en fait, finalement, tu te dis, c'est pas si con cette façon de vivre. Moi, j'ai trouvé ça, je sais pas, très, très attirant. Et en fait, à un moment donné, leur mère meurt. Bon, dès le début, c'est pas un spoil, hein. Et ils doivent aller à son enterrement contre l'avis du grand-père qui, lui, évidemment, n'est pas d'accord avec le fait de couper toute sa famille de la société et d'aller vivre à la montagne. Enfin, je veux dire, les gars, ils vivent tout seuls à la montagne, ils subviennent à tous leurs besoins, ils sont complètement coupés du monde. Donc, c'est un film que moi, j'ai trouvé extraordinaire. Enfin, bon, à part le fait que Viggo Mortensen, c'est Viggo Mortensen. Je suis en train de rougir rien que penser à lui. Vivre à la montagne avec Viggo Mortensen, c'est super. Mais il y a un côté... En fait, c'est un film qui est génial et qui est super controversable, on va dire. Dérangeant. Très dérangeant. Alors déjà, le début, j'étais choquée. Je m'attendais pas à ça du tout. Première scène, des gamins qui courent après un cerf ou un faon ou je sais pas quoi. Enfin, une créature. La meuf qui connaît rien à la nature. Un animal qui vit dans la forêt, qui lui saute dessus, qui le découpe avec un énorme couteau. Et le père prend le cœur, le donne à son fils, son plus vieux, enfin son plus âgé, l'aîné qui a 17-18 ans, qui lui donne à bouffer le cœur comme ça et qui lui fout du sang sur la gueule en mode mon fils, ça y est, tu es un homme. Tu vois, t'es là genre, what ? C'est toi la Calaisie. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et en fait, voilà, c'est l'histoire d'un père qui a décidé, qui est déçu, je pense, par la société, qui a dû, je pense, commencer en mode hippie de base, tu vois, et qui est parti en mode extrémiste, qui, d'un côté, coupe ses gamins de la société, ils vont pas à l'école, ils savent pas se comporter avec des gens. À un moment donné, t'as un d'eux qui rencontre une fille, il sait pas lui parler, ils vont pas à l'école, enfin, ils connaissent rien du monde, donc c'est un espèce de gourou un peu extrémiste comme ça. Moi j'ai vraiment vu ça comme une espèce de secte. Et d'un autre côté qui sont tous sportifs, ils sont tous en super forme, ils sont tous très intelligents et très cultivés, ils sont très libres. Je veux dire, c'est vraiment un film sur la liberté et sur tu fais ce que tu veux quand tu veux, mais pas tout à fait, parce que ton père, il a dit la religion c'est mal. Alors les chrétiens, ils s'en prennent plein la gueule. Donc c'est une espèce de mélange comme ça entre plein de trucs positifs et plein de trucs négatifs qui se termine de manière assez consensuelle, on va dire, au milieu, tu vois. Ça se termine en trucs sympas. Et enfin voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment super, super, super cool. Donc Viggo Mortensen, bon, il n'y a pas que Viggo Mortensen dans cette histoire. Mais bon, voilà, donc Captain Fantastic, Matt Ross, super cool, regardez-le. C'est un film très enrichissant. Voilà.
Ok. Oui. Alors, moi, je vais vous parler des Invisibles de Grant Morrison. Ah là là, mon bébé. Non. Alors, Grant Morrison, donc, pour situer par où commencer, ça va être chaud. Alors, Grant Morrison, c'est un peu le concurrent direct en magie de Alan Moore. D'accord. Alan Moore, il est penché un peu cabale. Et Grant Morrison, lui, c'est la magie du chaos. C'est chaotique, magique. Et donc, il fait des sigils. C'est quoi, et il considère que The Invisible, c'est un méga sigil. Un sigil, c'est quoi ? Par exemple, la magie du chaos, c'est axé sur comment rendre possible ce que tu veux obtenir. Pas en passant par la magie. Alors que la Kabbale, c'est plus sur les rituels, les choses comme ça. Et quand tu fais un sigil, par exemple, tu vas noter une phrase, la phrase, le sigil de base, c'est ça. Tu notes une phrase que tu veux qui s'accomplisse. Tu vas l'écrire, tu vas enlever toutes les voyelles, tu vas enlever toutes les consonnes qui sont en double, et avec toutes les lettres qui te restent, qui n'ont aucun sens, tu vas les mélanger, les mettre en forme pour donner un symbole, une sorte d'idéogramme. Question. C'est une magie qui existe vraiment ou c'est une magie il y a des adeptes, romancée En fait, la magie n'existe pas. Mais... Je suis désolé de le dire. Écoute, chacun son avis. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais est-ce que ça se pratique vraiment ou est-ce que c'est juste dans les comics ? Non, ça se pratique vraiment. C'est le gourou c'est un des gourous de la magie. Mais c'est lui qui l'a inventé du coup. Non, c'est pas. Je crois pas que ça soit lui qui l'a inventé, mais c'est un des. C'est intéressant. C'est un des promoteurs de ce système magique. Et donc bon, alors, on est quand même dans du hautement barré. Par exemple, Grant Morrison, il a raconté que l'histoire des Invisibles lui était venue lors d'un trip à Katmandou, alors qu'il s'était fait enlever par des aliens, tu vois, donc c'est chaud les marrons. Monsieur. Et au début, quand la série ne marchait pas, il a proposé qu'on fasse un wankathon. C'est-à-dire que tous les fans de The Invisible se masturbent en même temps pour créer un acte magique. Ah oui, avant que tu vois. Donc là, on rentre dans le hentai, quoi. Et son méga sigil, c'est un concept. Le méga sigil, il veut que par la culture, il développe des idées qui se répandent et que ces idées transforment la perspective des gens sur des conceptions. Et que ce lâchage d'idées permette de modifier la société. D'accord. Voilà. Et donc les Invisibles, qui est vraiment un truc anti-système à fond, qui est anarchie à fond les ballons, est basé là-dessus. Par exemple, il remonte au XVIIIe siècle chercher le marquis de Sade. Enfin voilà, c'est des histoires un peu barrées. Tu vas suivre King Mob, qui est le chef de groupe, de cellule, qui est avec un transgenre chaman, avec un jeune délinquant qui va être le futur Bouddha, avec une nana, Robin qui est télépathe, enfin que des gens complètement secoués. Et donc il lutte contre les Archéons, qui est une sorte de monstre un peu la Cthulhu pandimensionnel, tu vois, d'extraterrestres qui veulent dominer par l'ordre les humains. Et en fait, toute la série est basée sur ça, veut lutter contre l'ordre établi et pour libérer les gens, en fait, voilà. Voilà, donc c'est du show. Alors si vous voulez vraiment insister pour essayer de comprendre ce que ça raconte, je vous conseille Anarchy for the Masses, qui développe et étudie toutes les théories qui sont dans The Invisible. Donc c'est écrit par qui ça du coup ? Ça c'est fait par un journaliste qui a été interviewé à Grant Morrison sur la case 3, tu dis ça, la case 4, tu dis ça. Voilà, c'est intense. Et sinon, Grant Morrison explique que The Fields, qui est une autre série où il apparaît un peu en méta, le héros King Mob des Invisibles, c'est un peu Grant Morrison, c'est une version idéalisée de Grant Morrison, et il apparaît aussi dans The Fields, et Grant Morrison dit que c'est le compagnon des Invisibles, que c'est à lire à côté, mais je cherche encore le lien, moi je n'ai pas trouvé le lien dans The Fields, étonnant. Et sinon, le dernier truc, c'est... Oui, ce qui est super fort, c'est qu'au début, dans les tout premiers fascicules, les avocats de la maison d'édition le censuraient en disant t'as pas le droit de dire Disney c'est de la merde, donc il va falloir et par contre dans les TPB ça a été remis, et là où c'est intéressant pour les fascicules, c'est que il y a le courrier des lecteurs où il y a tous les barges qui posent des questions à Grant Morrison, et Grant Morrison leur répond. C'est énorme. Ok, donc mon côté, je vous parlais d'une BD franco-belge qui s'appelle Le pouvoir des innocents. Alors,
Franco-belge, donc c'est un format, bien sûr, par opposition à quand on parle de manga ou de comics. C'est publié par Delcourt. Il y a 5 tomes sur l'arc narratif dont on va parler. Ils existent en recueil depuis quelques années maintenant, donc pas obligé de les prendre un à un. C'est un style plutôt réaliste. Les auteurs sont... Alors, c'est un peu énervant à prononcer. C'est Laurent Hirn et Luc Brunschwig. Ouais, voilà, merci, désolé. Ils viennent d'où ? Je pense de Suisse ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas hyper important. Toujours est-il que c'est relativement réaliste, donc c'est traité sans trop de fantaisie. Hein. C'est une ville qui existe, ça se passe dans New York, avec des proportions très normales et avec des métiers qu'on peut avoir. Au niveau du traitement, par contre, du traitement des personnages, il y a un petit côté thriller américain. Donc, et ça va ajouter justement cette petite dose légèrement de fantaisie, je vais venir. Donc de quoi ça parle exactement ? En fait, c'est un peu la même structure, étonnamment, que Watchmen d'Alan Moore, si vous connaissez, où on va prendre 4-5 personnages qui ne vont quasiment jamais se rencontrer, qui en tout cas se connaissent pas forcément, et qui donc peuvent pas vraiment échanger leurs plans. C'est un peu dommage, c'est ce qui met les héros en péril la plupart du temps. Et ces 4-5 personnages vont être traités un peu dans chaque volume, et on va apprendre aussi sur leur passé, et où ils vont finalement, et c'est là que va se développer l'intrigue de l'histoire. Donc ce qui fait que c'est haletant, c'est justement que ces personnages se connaissent pas, donc classiquement ils peuvent pas s'asseoir au coin du feu ou d'un café et puis expliquer chacun leur plan et dire ah bah ouais on va faire comme ça, on va se coordonner. Ça marche pas comme ça, ce qui fait que des personnages qui vont par exemple dans le même sens, qui ont le même but, bah, sans faire exprès vont s'opposer parce que ils sont pas parlé avant, ils sont pas concertés. Des plans de quoi ? Alors justement, en vrai on est projeté en plein New York des années 90, il y a une bataille pour la municipalité de New York, entre un maire corrompu qui est en mèche avec la mafia et une jeune femme qui s'est retrouvée catapultée comme candidate opposant, alors qu'avant elle tenait un orphelinat qui a fermé. Et donc toute une manigance va se mettre autour. Donc entre ce policier corrompu, la violence dans les rues et ces personnages qui sont liés tous ensemble sans plus ou moins le savoir. Donc on a notamment un personnage qui est un ancien soldat du Vietnam qui est traumatisé, on a un boxeur champion du monde qui lui par contre a des ressources, on a la seconde main de ce mafieux, enfin de ce politicien corrompu, et une jeune femme qui organise des milices d'intervention privées pour protéger les voisinages. Et tout ce petit monde va faire une espèce de danse ensemble, et ça va s'articuler autour d'une grande tapisserie. Et ça fonctionne pas trop mal. Alors c'est haletant parce que ils se rencontrent pas, donc on sait jamais comment ils vont s'en sortir parce qu'ils peuvent pas se parler, parce qu'ils se connaissent pas, et que les méchants ont des moyens assez forts, assez disproportionnés. Les cliffhangers sont bien gérés, la tension est bien, les personnages sont bien explorés, ils ont vraiment tous des défauts. Le seul problème, je dirais, c'est que c'est une BD qui est vraiment ancrée dans les années 90. Alors, pas seulement dans l'imagerie, ça c'est pas très grave. Elle date des années 90 ou pas ? Ouais, elle a commencé dans les années 90, mais elle est vraiment ancrée dedans. C'est-à-dire qu'il y a encore cette habitude, notamment dans la BD française, où quand ça se passe aux États-Unis ou qu'il y a des gens américains, ils parlent en français, normal, mais ils leur mettent des expressions anglaises quand même pour faire couleur locale. Donc ça fait des bulles où le type, il va parler, il va dire « Oh, what the fuck, je comprends pas ce qui se passe ». Mais c'est rigolo. By Jove. C'est ça, ouais, c'est un peu écoute, c'est pas bien ce que tu fais, sale scum. Donc voilà, donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est l'époque qui veut ça. Autre petit défaut que vous n'aurez pas à subir, c'est que de 92 à 2002, il y a eu 5 tomes, donc il y en a eu un tous les 2 ans et le dernier en 4 ans, ce que je trouve malheureusement hyper long quand on suit une série, surtout quand il y a des gros cliffhangers. Pour la franco-belge, c'est un peu le standard base, malheureusement, ouais. voilà. Mais bon, étant donné que c'est sorti, c'est réglé, au moins il n'y a plus de soucis. Donc en tout cas, c'est vraiment pas mal, c'est haletant, c'est bien ficelé, ça fonctionne comme une machine bien rodée. Et le dessin traite bien, la narration est très correcte. Bon, il y a une ou deux libertés dans les combats, pareil, où c'est un peu la vieille école, où ce qui compte, c'est l'impact de ce qui est montré, pas vraiment la plausibilité. Donc ça tranche un petit peu avec le côté très terre-à-terre, très on est dans la rue, c'est réaliste, c'est vrai ce qui se passe. Mais sinon, c'est bien foutu et on se demande vraiment comment ils vont s'en sortir. Et personne n'est à l'abri de tomber. Donc c'est vraiment bien. Okay. Bonne trouvaille. Pouvoir des innocents. Ouais, alors d'ailleurs, on peut rajouter qu'il y a un cycle 2 de ça. C'est Les Enfants de Jessica, je crois. Voilà. Et sinon, l'auteur a fait une autre série aussi qui est vachement bien, c'est L'Esprit de Warren. Voilà. Tu connais trop de trucs. Ça m'hallucine à chaque fois. Ok, cool. Voilà. C'est fini alors. Exactement. Next time.
Ah bah voilà, on conclut dimanche. C'est bon dimanche, sous vos applaudissements. Au revoir. À la prochaine. Live long and prosper. Exterminated, extermination, extermination. It's over 9,000! Et on est à la première bière.